C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité, atelier de réflexion sur le processus démocratique au Bénin. La rencontre a réuni ce samedi au Codiam à Cotonou plus de 50 participants. Après 3 mois de mission, la commission de contrôle des prestations des soins médicaux du ministère de la Santé a fait le point. C'était au cours d'une rencontre avec la presse. Et puis prolongée jusqu'au 9 septembre 2019, l'opération de distribution gratuite des aides de naissance se poursuit. Vous suivrez le constat fait dans le 7e et le 8e arrondissement de Cotonou. Bienvenue à toutes et à tous. Un atelier de réflexion sur le processus démocratique au Bénin a réuni ce samedi plusieurs participants au Codiam de Cotonou. Elle est organisée par l'Observatoire pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique et l'association Fraternité Bénin Nouveau. Plus de 50 participants ont pris part à cette rencontre. Corneille Aïssé et Fiac Voitan pour le point. La démocratie béninoise, qui a connu gloire et admiration, est aujourd'hui soumise à rude épreuve. Elle doit être sauvegardée à tout prix dans une démarche inclusive. C'est l'une des conclusions issues des réflexions menées ce samedi au Codiam à Cotonou à l'atelier de contribution au renforcement de la pratique démocratique au Bénin. Une rencontre initiée par l'Observatoire pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique, ODEBOG, et l'association Fraternité Bénin Nouveau, FBN. Les participants à cet atelier venus de tous les départements et même de la diaspora ont réfléchi sur le thème « Marche démocratique du Bénin de 1990 à nos jours, regard de l'ODEBOG Afrique et Fraternité Bénin Nouveau ». Edgar Sokon, président de l'ODEBOG Afrique, dans une posture scientifique au cours de sa communication, fait ressortir l'état des lieux du processus démocratique au Bénin et relève ses forces et faiblesses. C'est vrai que tout n'a pas été pour autant satisfaisant depuis 1990. La marche démocratique étant perpétuelle, aucun pays ne saurait avoir la prétention de la réussir définitivement et irréversiblement. La situation politique actuelle, marquée par une série de réformes sur fond de crise de confiance entre oppositions et mouvances, est un indicateur de mauvais signes dans toute bonne démocratie, a également relevé au cours de son exposé le communicateur. Le constat actuel c'est que nous avons un Parlement unicolore, comme on le dit, un Parlement qui ne permet pas l'expression de la démocratie. La conséquence, c'est quoi? Il y a des institutions de la République dont le bon fonctionnement requiert donc les deux sons de cloche, l'opposition et la majorité présidentielle. Mais actuellement, les propositions qui seront faites par le Parlement seront un peu biaisées parce que la franche opposition ne paraîtrait pas dans les propositions. Après réflexion et débat, les participants à cet atelier ont fait des propositions et recommandations pour redonner à la démocratie béninoise toute sa vitalité avant les prochaines échéances électorales. La proposition que nous sommes en train de faire, que l'ODEBOG Afrique est en train de faire avec FBN, c'est que le dialogue prochain annoncé par le président de la République, que nous saluons en passant, parce que tout le temps de la crise, il a manifesté donc sa bonne volonté de voir les choses s'améliorer pour qu'il soit à la tête d'un peuple uni, pour son développement. Une séance de prière en faveur de la nation a été également faite au cours de cette rencontre. Je vous invite à suivre quelques participants à cet atelier de réflexion. Ils nous donnent leurs impressions. Et je crois que c'est une lutte quotidienne. Quand il s'agit de ces genres de symposiums, je suis toujours présent. Parce que il s'agit d'une lutte permanente pour établir véritablement la démocratie dans notre pays. Donc nous menons une quête permanente, puisque ça devient un problème. Nous, notre génération s'en va.
Mais la jeunesse, qu'est-ce que nous allons leur laisser avec ce que nous constations aujourd'hui? Donc, ce sont nos préoccupations et c'est ça qui nous a fait venir ici. Le pays n'avance pas. Donc, c'est ça qui nous a poussé à faire assise aujourd'hui, ce jour, cet atelier, pour faire échange entre nous. La commission chargée du contrôle des structures de prestation des soins médicaux du ministère de la Santé a fait le point de sa mission de 3 mois. À travers un point de presse, elle a présenté les irrégularités et les déviances persistantes dans bon nombre de nos hôpitaux publics comme privés. Et bien, suivons le point avec le professeur Blaise Ivy. Il est au micro de Aristide Setti et Fréjus Fiossi. Au cours des 3 derniers mois, la Commission a réalisé 7 sorties pour saisine. Elle a poursuivi le contrôle des formations sanitaires du département du littoral et a entrepris des rencontres avec d'autres institutions afin de renforcer la collaboration pour un meilleur accomplissement des objectifs qui lui sont assignés. Les saisines ont été réalisées au centre hospitalier départemental de Porte-Novo, où lors d'une visite d'immersion, la Commission a noté un nombre anormalement élevé de décès maternels en parcourant les données statistiques de l'hôpital. Le centre hospitalier de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou, des dysfonctionnements majeurs persistent liés à l'organisation des services. Ces dysfonctionnements occasionnent des drames de décès maternels et de nouveau-nés. En effet, il s'agit d'une insuffisance dans la passation des informations entre les médecins lors de la garde et une insuffisance de supervision des médecins responsables. À l'hôpital de zone d'Alada, des dysfonctionnements et des conflits de personnes au niveau du service de chirurgie polluent l'ambiance de travail, non seulement dans ce service, mais également dans tout l'hôpital. Bomé-Calavi, la saisine est relative à la clinique d'accouchement Barca, où les prestations vont au-delà des compétences du centre et entraîneraient des complications obstétricales majeures. Effectivement, la clinique Barca d'Abomey-Calavi ne respecte pas le cahier de charge pour lequel elle a reçu une autorisation d'ouverture. Nous avons proposé la fermeture du bloc opératoire de la clinique Barca et l'implication des responsables dans les audits de décès maternels. À Covey, la Commission a mené une investigation au centre de santé de Dovi-Dovey où circulaient sur le personnel soignant des soupçons de vente illicite de médicaments, d'utilisation de médicaments périmés, voire de rançonnement des malades. Enfin, une équipe de la Commission s'est également rendue à Peréré, dans le département du Borgou, où une dame exerçait illégalement et clandestinement à domicile des soins. L'opération de distribution gratuite des actes de naissance dans les arrondissements du Bénin continue sur toute l'étendue du territoire national, prolongée au 9 septembre, alors qu'elle devrait prendre fin le 26 août dernier. Moriagua et Denis Maroya sont allés faire le constat dans les 7e et 8e arrondissements de Cotonou. Suivez le compte rendu. Aucune affluence au 7e et 8e arrondissement de Cotonou ce vendredi. C'est du moins comme les autres jours depuis le début de cette opération de distribution des actes de naissance prévue du 12 au 26 août. La dite opération a été prolongée jusqu'au 9 septembre parce que les populations ne sortent pas. Nous sommes en train de constater que malgré les nombreuses sensibilisations qui vous viennent de part et d'autre, et malgré le fait que les crieurs publics ont informé, la population ne sort pas. Nous sommes là de 7h à 18h30, mais quand fut notre déception de comprendre que difficilement parfois nous arrivons même à délivrer 5 actes de naissance par jour. La situation est d'autant plus préoccupante quand l'on sait que sur 2200 actes de naissance à délivrer par exemple dans un arrondissement, à peine une cinquantaine sont partis des registres à ce jour. Ici au 8e arrondissement de Cotonou, le constat est le même. Les registres attendent indéfiniment les populations. Malgré
le prolongement de la durée, la population ne sort pas encore comme elle le devrait. Mais à part ça, ça se déroule bien. Quand les gens viennent, ils arrivent à trouver leurs actes, à part certains qu'on redirige vers d'autres arrondissements. Les recoupements sur le terrain nous amènent à dire que les populations ne tiennent pas encore le bien fondé de cette opération alors qu'elle se déroule pour leur bien. Soit ils viennent d'un autre arrondissement qui les a dirigés vers nous, et nous aussi à notre tour, quand on cherche dans notre fiche, on trouve l'intervalle de leur acte dans un autre arrondissement et on les renvoie encore. Donc pour eux, ça allait d'être beaucoup de tracas. Surtout qu'il y en a certains, surtout la population à la base, qui pour se déplacer, c'est un peu compliqué. Il y en a qui se retrouvent à faire toute la distance à pied ou bien à la limite dans des conditions pas très favorables. Faudrait-il encore intensifier les sensibilisations ou prolonger la durée de l'opération ? Les responsables apprécieront et décideront au soir du 9 septembre prochain. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue de l'énergie Jean-Claude Dona-Oussou ont procédé jeudi dernier à la mise en service officielle de la centrale de Maria Gleta 2 d'une puissance de plus de 120 kWh. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de la Banque islamique de développement, de la BOAD et de la Banque de développement de la CEDEAO. Le point avec Laurent Toninques et Demi Marouya. Lentement mais sûrement, le Bénin s'affranchit de la dépendance énergétique. La centrale électrique de Maria Gleta 2, mise en service ce jeudi 29 août 2019, vient combler un déficit que le Bénin était obligé de négocier avec le Nigeria. Une ambition du gouvernement contenue dans le PAG concrétisé. Nous avions pris l'engagement le 29 septembre 2017 devant vous, les autorités gouvernementales et le peuple béninois, de faire respecter les délais de construction de 18 mois, de nous assurer de la qualité du projet et de générer de nouveaux emplois pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, cet engagement est tenu et nous pouvons confirmer que depuis un mois, la centrale alimente la moitié des besoins de la clientèle de la SBEE. Cette œuvre vient matérialiser un succès de plus dans le secteur de l'énergie. D'un coût total de plus de 106 milliards de francs CFA financé par la Banque ouest-africaine de développement, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la Banque islamique de développement, y compris une contribution de près de 3,7 milliards de l'État béninois, cette centrale électrique répond à toutes les exigences environnementales et sociales, précise Jean-Claude Dona-Oussou, ministre de l'Énergie. Puisque le défi à notre arrivée, c'était de transformer ce désert d'énergie en une forêt verdoyante, énergétique, électriquement. Ce qui nous importe le plus, c'est quelle est la puissance dégagée par cette centrale, donnée pour 127 MW, les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, prenant la parole au nom du chef de l'État, le président Patrice Talon, a remercié les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet. L'instant que nous vivons ici ce jeudi 29 août 2019 est à la fois solennel et historique pour notre pays. Il est aussi une victoire collective sur le délestage qui, il y a quelques années encore, paraissait impossible à surmonter. 52 personnes, dont 3 expatriés et 8 femmes, sont recrutées pour le fonctionnement de ce site. À cela, il faut ajouter les ouvrages ayant un impact socio-économique pour le projet et les populations de Maria Gleta, à savoir la voie pavée Carrefour-Tankpé, centrale Maria Gleta de 3 km, la construction de 24 salles de classe, d'une infirmerie, la clôture du CEG Rector et du déploiement d'un réseau électrique d'environ 25 km au profit des populations riveraines.
Et dans le cadre de la prise en compte des doléances recensées lors des enquêtes Commodo et Incommodo du lotissement de la 3e tranche de Rouedo, la mairie d'Abomey-Calavi a accordé depuis le 26 août une période de 60 jours aux présumés propriétaires des terres dans plusieurs villages de l'arrondissement. Laurent Todinkes est allé faire le constat. Aucune action de développement ne peut être menée dans une localité si les opérations de lotissement ne sont pas réalisées. Et c'est ce que les autorités communales de la mairie d'Abomey-Calavi ont compris. En effet, les opérations de lotissement lancées depuis quelques semaines dans l'arrondissement de Rouedo se déroulent très bien. Après la première étape qui constitue l'enquête Commodo et Incommodo, la seconde étape a démarré. Le lotissement est nécessaire au développement de notre localité. Nous l'avons compris. Et nous étions même plus pressés que le maire. Parce que depuis qu'on a fini les enquêtes Commodo, Incommodo, on a fait le dépouillement, on était impatients que le maire nous autorise à poursuivre. Bon, vous savez, les travaux de lotissement, c'est des travaux qui vont suffisamment lentement parce qu'il faut faire beaucoup attention pour ne pas mal faire son travail. Nous sommes maintenant à la phase de correction sur le terrain. C'est-à-dire que le géomètre en charge d'un secteur viendra prendre son cahier de doléances et procéder aux corrections qui ont été demandées par les propriétaires et présumés propriétaires terriens. Contrairement à ce qui se passait dans les années antérieures et dans d'autres arrondissements pour les mêmes opérations, tout se déroule ici sans mafia, nous ont confié quelques chefs de village rencontrés. Le chef d'arrondissement précise les villages concernés par les travaux. À l'heure où nous parlons, le village d'Alansan-Comé est en pleine opération de correction. Après l'Alansan-Comé, nous avons le village de Rouedo Centre qui est aussi concerné pour les opérations de correction. Et après ça, il y a le village de Desato, le village d'Aïguedo, le village d'Agiagbo, le village de Kosidia et enfin le village de Dassekome qui sont les 7 villages concernés pour le lotissement de la 3e tranche de Rouedo. Il lance par ailleurs un appel aux acquéreurs de parcelles ou aux propriétaires terriens. Le message que nous tenons à lancer à l'endroit de la population concernée, c'est que c'est de sortir, c'est de répondre aux appels des géomètres qui ont élaboré un programme de descente sur le terrain. Donc, il faudrait que la population sorte. 60 jours sont prévus pour que les éventuelles doléances soient prises en compte ou non pour la poursuite de l'opération. Les acquéreurs de parcelles ou propriétaires terriens dans l'arrondissement de Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont invités à se rendre disponibles pour faciliter la tâche aux géomètres. Les autorités du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi ont fermé les portes des résidences universitaires pour le compte de l'année universitaire qui s'achève à 24 heures de cette fin de location. Aristide Setti et Frégie Fiossi sont allés faire le constat de la libération de la cité des dortoirs par les étudiants. Déjà déposé au concierge et porte hermétiquement fermée par certains. Arrangement des dortoirs et retrait des cautions d'une valeur de 5 000 francs par d'autres. Voilà l'ambiance qui a régné à 24 heures de la date butoir pour la fermeture des résidences universitaires à l'université d'Abomey-Calavi. Certains résidents rencontrés nous donnent les raisons pour lesquelles ils ont respecté le contrat de location. J'ai choisi libérer parce que d'abord c'est la loi. La loi a dit c'est le contrat. Le contrat a bien stipulé que la fin du mois de août, tout le monde doit déjà avoir libéré. Et aussi, si j'ai choisi de respecter ça, c'est parce que je pense que pour que les choses puissent aller bien dans ce pays, il faut que chacun puisse faire ce qui l'incombe comme devoir. J'ai libéré tôt parce que, heureusement, chez moi, j'ai pratiquement fini ici. Et donc, je préfère aller rester chez moi à la maison avec ma famille que de dormir à Belle-Étoile. Selon les responsables des étudiants, ces derniers sont des hommes et femmes de droit et sont disponibles à accompagner les réformes des autorités béninoises. On a dit qu'on est à une aide de refondation. On donne priorité aux réformes sur le campus. Nous-mêmes sur le campus en tant que jeunes, en tant qu'acteurs inhérents bien sûr du développement du pays, on est consciencieux du développement. Donc ce qui fait qu'on a
mieux communiquer autour des valeurs, autour des thèmes que le COUSAC nous a donné cette année, même si entre-temps cela nous a un peu basculé parce qu'on a eu droit à des traitements qu'on ne subissait pas avant. Je dirais tout de suite que l'étudiant vient de prouver une fois encore à l'autorité sa part de responsabilité, sa volonté d'aider réellement les autorités à atteindre quand même des objectifs donnés. Vu que déjà, nous sommes déjà à 12 heures par là et nous sommes au moins déjà à 90% de libération de ces résidences-là. Donc l'étudiant a décidé réellement accomplir sa part de responsabilité pour la libération. Selon des sources concordantes, des dispositions sont prises par le Centre des œuvres universitaires et sociales pour fermer effectivement les résidences universitaires ce 31 août 2019. Et ce journal également s'achève. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.